Plus d'un tiers des Français déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil. 45% des 25-35 ans disent ne pas dormir assez. 16% des adultes souffrent d'insomnie chronique. Les conséquences d'un manque de sommeil sont multiples. Des nuits de moins de 5 heures augmentent de 28% le risque de diabète, de 48% le risque d'infarctus et de 15% le risque d'AVC. Autant dire que nous aurions tout intérêt à prendre soin de notre sommeil, à mieux comprendre l'importance de nos nuits. Grâce aux nouveaux outils de la neurobiologie et de la génétique, au progrès de l'imagerie et des techniques d'enregistrement, mais aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle, nous sommes maintenant capables de mieux comprendre pourquoi le sommeil est indispensable à la qualité de notre vie. De Paris à San Francisco, de Montpellier à Madison, nous avons rencontré des scientifiques, des femmes et des hommes qui mènent des expériences fascinantes et qui nous permettront demain de mieux vivre. Ils nous ont ouvert les portes de leur laboratoire et nous ont fait partager leurs extraordinaires découvertes aux frontières du sommeil. Ça ne fait pas très longtemps que les scientifiques étudient le sommeil. C'est seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle que l'on a découvert que notre organisme est régulé par une horloge interne que l'on appelle l'horloge circadienne. Elle régule toutes nos fonctions biologiques. Et surtout, pour ce qui nous intéresse, c'est elle qui nous prévient quand nous devons dormir et nous signale quand nous pouvons nous réveiller après nous être reposés. Autre élément qu'il faut connaître, notre sommeil n'est pas uniforme. Il est divisé en cycles, qui se répètent au cours de la nuit. C'est ce qu'on appelle, pour simplifier, le train du sommeil. D'abord la phase d'endormissement, puis le sommeil lent léger, ensuite le sommeil lent profond, autrement dit le sommeil réparateur, et pour finir, le sommeil paradoxal. Ces cycles durent en moyenne 1 heure et demie. Au cours de la nuit, la durée du sommeil lent diminue, et celle du sommeil paradoxal augmente. Mais ces différentes phases, à quoi servent-elles? Quel rôle jouent-elles pour notre santé, notre bien-être, notre développement? Pourrions-nous, en les étudiant, venir à bout des troubles qui perturbent nos nuits? L'une des pistes les plus novatrices que les scientifiques explorent aujourd'hui pour mieux comprendre le fonctionnement du sommeil, c'est bien sûr la génétique. Et c'est en Californie que ça se passe. Ça, c'est notre banque de prélèvements ADN. Nous avons entre 15 et 20 000 prélèvements qui proviennent de 1000 familles différentes. C'est véritablement le moteur de notre travail. Ces ADN nous permettent d'identifier des gènes et d'étudier les protéines qui régulent le sommeil. Et si la solution au mal du siècle se trouvait dans ce frigo? Louis Pacheck est neurologue à l'Université de San Francisco. Ses recherches actuelles sur la génétique du sommeil pourraient bien permettre des avancées aussi spectaculaires que rapides dans le développement de nouveaux traitements, notamment dans le domaine de l'insomnie. Il est difficile de créer de bons médicaments contre l'insomnie ou l'hypersomnie sans vraiment comprendre ce qu'est le sommeil. Alors comprendre la génétique et la biologie du sommeil va avoir un grand impact sur notre capacité à créer de nouveaux médicaments. Hélène et son fils Aaron vivent à Oakland, dans la région de San Francisco. Ils participent à l'étude de Louis Pacheck. Ils ont une particularité, ce sont de tout petits dormeurs.
Tu te rappelles de tes siestes? Non, Tu as arrêté très tôt de faire la sieste. je ne fais toujours pas la sieste. Tu étais le petit dernier, alors je te laissais faire. Tu ne veux pas faire la sieste? Ok, pas de problème. Je ne fais toujours pas la sieste. Je dors entre 4 heures et 5 heures par nuit. Au-dessus de 5 heures et demie, je me sens groggy. En dessous de 4 heures, je ne suis pas groggy, mais je suis fatigué. Mais avec 4 heures et demie ou 5 heures de sommeil, je suis en pleine forme. Je savais que j'avais un rythme de sommeil irrégulier, mais c'était fréquent dans ma famille. J'ai toujours fait mon travail, mes devoirs, mes études, après minuit, quand tout était calme, quand les dormeurs étaient partis se coucher. Ça a toujours été, et c'est encore le moment où je suis la plus créative. Ce qui est unique chez les petits dormeurs naturels, c'est qu'ils dorment beaucoup moins que la moyenne, et pourtant ils sont heureux et en bonne santé. Ce sont des dormeurs d'élite. Ils dorment si bien et pour des périodes si courtes. Et pourtant, ils sont au maximum de leur capacité avec très peu de sommeil. Si nous pouvions comprendre comment ça marche, ça serait fantastique. Je pense que tout le monde aimerait pouvoir apprendre et avoir une bonne mémoire tout en dormant moins. Ils pensent que c'est génétique. La théorie de Louis, c'est que c'est un trait génétique que nous acquérons. Alors, il s'intéresse aux familles qui ont ce genre d'habitude de sommeil. Le fait que ma mère ne dorme pas beaucoup, et moi non plus, ça permet de dire « Regardez, ces deux personnes partagent les mêmes gènes, qui pourraient être semblables à ceux d'autres participants de l'étude. » Pour tout dire, j'ai un peu entraîné ma mère là-dedans. On a appris des choses l'un sur l'autre. Je savais qu'elle ne dormait pas beaucoup, mais je n'avais aucune idée que nous étions aussi semblables. C'est amusant. Les équipes de l'Université de San Francisco étudient ces familles de petits dormeurs afin d'identifier les gènes et les protéines qui déterminent leurs besoins de sommeil. Les chercheurs les reproduisent ensuite dans des souris génétiquement modifiées. Des souris OGM qu'ils étudient à l'aide d'électrodes implantées dans leur cerveau. Nous pouvons modifier génétiquement les animaux et reproduire les mutations circadiennes et les changements de rythme de sommeil que nous avons observés chez des humains. Ce que nous faisons avec ces souris, nous ne pourrions pas le faire avec des humains. Nous pouvons prendre des bouts de leur cerveau pour étudier leur profil génétique, quels sont les gènes qui sont allumés ou éteints, ceux qui travaillent plus, ceux qui travaillent moins. Nous avons identifié et publié 4 gènes responsables, mais il y en a d'autres que nous commençons à étudier. Nous continuons à étudier des familles pour identifier plus de gènes, plus de mutations. Nous espérons qu'une fois que nous aurons réuni les pièces de ce puzzle qui régule la quantité de sommeil, sa qualité, son efficacité, nous serons capables de former une image précise de ce qu'est exactement le sommeil et de ce à quoi il sert. Pourrait-on, grâce à ces recherches, envisager de modifier génétiquement des individus afin qu'ils puissent rester performants avec de très courtes périodes de sommeil? C'est une possibilité que Louis Pacek envisage déjà. Bien sûr, cela pose des problèmes éthiques. C'est très important que nous n'allions pas dans cette direction sans prudence, ni considération pour ce qui est des implications de notre travail. Cela prendra une dizaine, peut-être des dizaines d'années avant d'y arriver. Mais je suis sûr que ça arrivera un jour. La génétique nous promet donc de pouvoir à l'avenir maîtriser nos rythmes circadiens. Mais il existe aussi d'autres outils qui permettent d'explorer les mécanismes de notre sommeil. Les outils, notamment d'enregistrement électroencéphalographique,
ont permis de voir qu'il se passait quelque chose dans le cerveau d'inattendu. Donc il a fallu la découverte de l'électricité, ensuite qu'on soit capable d'amplifier du microvolts, parce que évidemment les neurones émettent des tout petits potentiels donc, électriques. Donc tout ça, avant ça, c'était une boîte noire, le sommeil. On ne savait pas du tout ce qui s'y passait. Enregistrer l'encéphalogramme, les yeux, le menton, la respiration, le cœur, la définition de l'encéphalographie, c'est majeur. C'est à la milliseconde, c'est précis, on sait la zone de la surface du cerveau qui travaille. Donc c'est un outil puissant, la polysomnographie. Grâce à ces outils, des scientifiques peuvent aujourd'hui mener des recherches pour inventer de nouveaux médicaments qui nous aideront à venir à bout de nos nuits agitées, ce fléau de notre époque. Donc les troubles du sommeil, c'est vraiment un problème de santé publique, puisque c'est un tiers de la vie, le sommeil. Mais si on met tout à bout, c'est quasi la moitié de la population qui a souffert au moins une fois dans sa vie d'un trouble du sommeil. Donc c'est énorme. L'insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent. 16% des Français en souffrent de manière chronique. Notre pays est l'un des plus gros consommateurs de somnifères au monde. Des médicaments qui créent des phénomènes d'accoutumance et provoquent des effets secondaires indésirables. Mais des avancées récentes de la recherche vont bientôt permettre la commercialisation de nouvelles molécules. Elles sont actuellement en phase expérimentale. Les résultats ont l'air d'être encourageants. On pense que ça sera au moins aussi efficace, voire plus, sur le sommeil de nuit, plus efficace sur la qualité de la veille le lendemain, donc meilleure vigilance, on va dire, le lendemain, et moins d'effets addictifs et de tolérance. Encore une fois, ces médicaments ne sont pas sur le marché, c'est basé sur des études. Attendons de voir si les promesses se confirment dans la vraie vie. Paradoxalement, c'est en étudiant la narcolepsie, une maladie rare et qui cause des problèmes d'éveil, que ces médicaments ont pu être développés. Car dans le service d'Yves Dauvilliers, pour de nombreux patients, la difficulté, c'est de rester réveillé. Madame G, Oui, on va se préparer pour les tests. d'accord. Je vais vous installer les électrodes. Ok, Là, ce matin, vous sentez... ça va. Ça va? Ouais. Donc, chaque électrode qu'on vous installe a un emplacement bien précis. Je colle ce qui va enregistrer plus l'activité du cerveau en tant que tel. Vous allez avoir des électrodes autour des yeux. Donc là, on voit les clignements des yeux. Et les mentons, très important les mentons, puisque pendant certaines phases de sommeil, on n'a plus de tonicité musculaire. D'accord. Allez, c'est bientôt terminé. Allez, fermez bien les yeux. Cette patiente souffre de narcolepsie. Les narcoleptiques ne peuvent absolument pas contrôler leur sommeil. Ils peuvent s'endormir à tout moment de la journée, parfois 5 fois par jour, parfois 5 minutes, parfois une demi-heure, quelle que soit leur activité. La narcolepsie ne touche qu'une personne sur 2000, mais elle est extrêmement handicapante et aussi très spectaculaire. Eh ben, la journée, c'est très très dur pour rester éveillé, puis sur la concentration aussi. En fait, des fois, j'avais l'impression quand j'étais dans une réunion ou quand je parlais même avec quelqu'un, eh ben, je pouvais m'endormir. Et même pour conduire, parfois, c'était très embêtant, ouais. Et il y a d'autres symptômes, comme des paralysies nocturnes, accompagnées d'hallucinations parfois terrifiantes, et aussi des cataplexies où la personne s'effondre soudainement. En fait, lorsque j'ai des émotions fortes, j'ai mes membres qui se lâchent. En fait, sur mes genoux, quand je rigole ou quand je pleure, quand j'engueule mes enfants, eh ben, j'ai mes genoux qui lâchent. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Cette patiente fait partie d'un groupe qui teste en ce moment une nouvelle molécule très prometteuse dans le traitement de la narcolepsie.
Donc là, les tests aujourd'hui, c'est pour mesurer l'efficacité du traitement. C'est donc la deuxième fois qu'on le fait. Donc on est à 1 mois et demi. Après, dans 1 mois, on refait ce genre de test pour prouver que le traitement est efficace, qu'il ne faut pas qu'il soit efficace pendant 1 mois, 2 mois, il faut qu'il le soit aussi sur le long terme. Depuis 98-2000, on a fait une avancée majeure, on a découvert la cause. On ne peut pas malheureusement se targuer de ça avec de nombreuses maladies. La recherche a montré que la narcolepsie est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que notre organisme détruit certaines de ses propres cellules. Dans le cas de la narcolepsie, il s'agit des neurones à orexine, indispensables pour nous maintenir éveillés. Et là, on a la cible, on sait exactement que c'est l'orexine qui est détruit. L'orexine, à quoi ça sert? Ça active l'éveil, ça joue sur le métabolisme, ça joue sur le sommeil paradoxal aussi, ça joue sur le contrôle des émotions, sur le tonus musculaire, sur le métabolisme de base, sur la régulation du système nerveux autonome. Donc il y a plein de rôles physiologiques de l'orexine. Les médicaments qui sont en phase de test dans le service d'Yves Dauvilliers pourraient compenser le manque d'orexine. Un médicament de chaque. Vous vous rappelez, le test dure 40 minutes. Oui. Vous luttez contre l'endormissement. Oui. Il n'y a pas de mauvaise note, hein. Si vous vous endormez, mais luttez le plus possible. Vous allez retirer le masque et le test va pouvoir commencer. Donc je vous laisse dans la pénombre. Ok. Et on se dit à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Madame G. À tout à l'heure. On voit l'activité des yeux. Ça, c'est les muscles du menton. Ça, c'est l'électrocardiogramme. Et ça, c'est les capteurs au niveau du crâne. Donc là, on voit que la patiente est bien éveillée. Alors, ça donne quoi? Elle a dormi ou pas? Elle dort pas. Elle dort pas? Elle tient? Pas aucun test. Donc elle a bien tenu tous les tests. Elle est très contente de son traitement. Ok. C'est bien, c'est bien. C'est sûr que c'est complètement différent. C'est le jour et la nuit, on a l'impression qu'on revit, quoi. Et par rapport au traitement que vous aviez encore en juillet? Il y a beaucoup plus d'efficacité dans le sens où je tiens mieux sur la journée. J'ai pas d'envie de dormir dans la journée, vraiment pas, quoi. Et, vraiment, c'est... Vous êtes ravi? Ouais, merveilleux. Bah, vous entendre, ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression presque qu'il n'y a plus de narcolepsie. Oui, c'est vrai. Bah, moi, je suis ravi, et ça s'explique assez bien, hein, puisqu'on essaye de compenser le déficit dans cette maladie, alors qu'avant, tous les traitements qu'on proposait dans cette maladie sont des traitements symptomatiques. Le but étant de traiter le symptôme somnolence, le symptôme mauvais sommeil de nuit, le symptôme cataplexie. Et là, on essaye de compenser le manque. Donc, on arrive à traiter presque des symptômes qui n'étaient pas au premier plan, où on ne les voyait pas bien. La motivation, l'envie, la vigilance, pas pareil que la somnolence. Donc, quasi tout le monde est ravi. Les conséquences du manque de sommeil sont multiples et parfois inattendues. La qualité de nos nuits aurait même une influence sur notre résistance au virus. Nous en avons tous fait l'expérience. Lorsque l'on est malade, on a tendance à dormir beaucoup plus que d'habitude, et lorsque l'on a mal dormi, on se sent plus fragile, plus vulnérable aux infections. Pourquoi? C'est ce qu'essaie de comprendre Jan Born, professeur en neurologie à l'université de Tübingen, en Allemagne. Les équipes de Jan Born ont vacciné des adultes contre l'hépatite. Après l'injection, certains des sujets ont dormi, d'autres sont restés éveillés. Les résultats sont sans appel. Les sujets ayant dormi ont développé beaucoup plus d'anticorps que les sujets qui étaient restés éveillés. Un effet qui s'est fait sentir jusqu'à 1 an après la vaccination. Étonnamment, l'origine du phénomène, c'est la mémoire. Au fond, l'idée est la suivante. Le système nerveux et le système immunitaire
sont en fait les deux systèmes les plus importants. On pourrait même dire les deux seuls systèmes de traitement de l'information chez l'homme. Et ces deux systèmes, système immunitaire et système nerveux, ont ceci en commun qu'ils peuvent former une mémoire. Selon Jan Born, notre mémoire immunitaire et notre mémoire psychologique fonctionneraient de manière très similaire. Pour mettre en lumière les mécanismes en jeu et le rôle du sommeil dans ce processus, le chercheur a mis en place une expérience avec de jeunes enfants. Concrètement, dans cette expérience, il s'agit d'abord de la première étape de la formation de la mémoire. En d'autres termes, il s'agit de savoir si les jeunes enfants sont capables de former ce que l'on appelle une mémoire épisodique, c'est-à-dire une mémoire dans laquelle un événement est organisé dans le temps et dans l'espace. Dans cette expérience, nous faisons jouer les enfants dans cette pièce. Ils peuvent cacher des choses dans l'une de ces différentes boîtes. Durant cette phase dite de familiarisation, ils apprennent à s'approprier l'espace, à retenir la disposition des jouets, des boîtes dans lesquelles les objets sont cachés. Ce que nous voulons savoir, c'est si, après cette phase de familiarisation, le sommeil va les aider à mieux mémoriser l'agencement des différents éléments dans cet espace. Ces expériences ont permis à Jan Born de mieux appréhender le rôle du sommeil dans l'organisation de notre mémoire. Un processus qui se déroule en 3 étapes. Première étape, durant la première phase du sommeil, le sommeil lent léger, les informations sont enregistrées dans le cerveau au niveau de l'hippocampe. La deuxième étape, durant le sommeil lent profond, consiste en une consolidation de ces données. Pendant cette consolidation, les nouvelles informations sont assimilées à nos connaissances plus anciennes pour former une espèce de banque de données que nous pourrons utiliser à l'éveil dans la 3e phase du processus de mémoire, quand nous avons besoin de nous en rappeler. Cette banque de mémoire à long terme est située dans le cortex. Nous supposons que ces réactivations agissent beaucoup plus efficacement pendant le sommeil. Car pendant le sommeil, le cerveau se trouve quasiment dans un mode hors ligne. Si ces réactivations avaient lieu pendant que nous sommes éveillés, l'hippocampe devrait en même temps réactiver la mémoire et parallèlement enregistrer de nouvelles informations. Ça entraînerait une interférence entre les deux processus, le processus d'encodage et le processus de réactivation. Résultat, il y aurait une distorsion des informations et des contenus de la mémoire à long terme que l'on aurait stockés. Les mémoires, immunitaires comme psychologiques, ont donc besoin de sommeil pour fonctionner de manière efficace. Mais qu'advient-il avec l'âge? Avec les années, les cycles du sommeil évoluent. Nous dormons moins, nous nous réveillons plus souvent la nuit. Plus de 10 millions d'Européens de plus de 60 ans souffrent de la maladie d'Alzheimer. Ce chiffre devrait même doubler d'ici 2050. Y aurait-il un lien? L'étude du sommeil des personnes âgées pourrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement des maladies neurodégénératives et peut-être de les prévenir. Depuis 2016, au centre Cicéron à Caen, en Normandie, 130 personnes âgées de 65 à 84 ans sont soumises ponctuellement à des examens psychologiques et neurologiques. Des informations sur la lumière qu'il y a eu. Puisque je vais vous demander maintenant de recopier ce dessin, s'il vous plaît. Cette étude est exceptionnelle par sa durée et le nombre de ses participants. Rouge, qui supervise ces recherches,
le sommeil est à la base d'une bonne santé physique. Le sommeil, c'est un état qui est très important pour être en bonne santé parce que pendant les différents stades de sommeil, il va se passer de multiples choses. Par exemple, sur la synthèse de certaines hormones qui sont très importantes pour la régulation du poids. Et puis, ça joue aussi sur la production et la régulation de l'insuline. Et si cette régulation ne se fait pas de manière satisfaisante, eh bien, on peut aboutir au développement du diabète. C'est avec l'IRM que l'on observe l'évolution biologique du cerveau des sujets. En comparant les clichés effectués en 2016 et ceux réalisés aujourd'hui, les chercheurs peuvent évaluer les zones cérébrales qui auraient diminué de volume et seraient moins actives. Au contraire, ils voient aussi celles qui ont été préservées. Ça va, madame? Oui. Donc, on va continuer, on va enchaîner avec 2 séquences de 3 minutes. Pour ces séquences, il va falloir fermer les yeux, ne pas dormir et surtout ne pas bouger la tête. On peut y aller? Oui. Là, vous voyez, c'est bien rempli. En fait, tout le cerveau, il est rempli. Mais en vieillissant, en fait, il y a de plus en plus d'espace qui se libère. C'est le vieillissement naturel, ça. On a de plus en plus d'espace qui se recrée là. Alors qu'en fait, les enfants à 15-16 ans, il n'y a pas d'espace, quoi. Tout est plein. Vous voyez, là, par exemple, là, il y a un petit espace qu'elle avait certainement pas avant, la dame. Et dans certaines pathologies, les gens beaucoup plus jeunes ont déjà de l'atrophie au niveau du cerveau. C'est le fait qu'on ait fait une visite avant le protocole, à la fin du protocole et maintenant à long terme, ça permet de voir tous ces changements au niveau du cerveau, cette évolution. Ça va? Est-ce que ça tourne la tête, là? Pas vraiment. Non? Alors, vous pouvez sortir tranquillement, marcher un peu. L'une des découvertes de Géraldine Roche est l'influence du sommeil sur la biologie du cerveau et le développement de maladies comme Alzheimer, caractérisées par de grands troubles de la mémoire. Les personnes qui dorment mal auraient plus de risques de développer ces maladies. Donc la première chose qu'on a observée quand on a enregistré le sommeil des participants, c'est qu'il y avait une proportion assez importante d'entre eux qui faisaient des apnées du sommeil. Les apnées du sommeil, elles sont caractérisées par une obstruction totale ou partielle des voies aériennes supérieures. Il y a moins d'oxygène dans notre sang, donc notre cerveau va être moins approvisionné en oxygène, et c'est ça qui va être néfaste pour l'organisme. Donc ici, je vous présente un enregistrement de polysomnographie d'un de nos participants. Et donc, on a voulu voir quel était l'impact de ces apnées sur le cerveau. Et on a eu un résultat très intéressant, c'est que les personnes qui font beaucoup d'apnées ont finalement une augmentation des plaques amyloïdes dans une région bien précise du cerveau, qui sont très impliquées dans les processus de mémorisation et qui sont parmi les premières touchées dans la maladie d'Alzheimer. Ces plaques amyloïdes sont des amas de protéines. Elles sont problématiques car lorsqu'elles s'accumulent, elles empêchent les neurones de bien fonctionner et de communiquer entre eux. Donc ça veut dire en fait que les personnes qui ont des apnées du sommeil qui ne sont pas traitées, eh bien elles vont augmenter la vulnérabilité de cette région aux processus qui conduisent à la maladie d'Alzheimer. D'autres facteurs pourraient expliquer l'apparition de maladies neurodégénératives. Lorsqu'on a peu dormi, on a des difficultés à se concentrer et du mal à avoir les idées claires. Et si cette impression venait d'un cerveau trop encrassé? Le cerveau, c'est le seul organe qui n'a pas de système lymphatique comme les autres organes du corps. Mais donc, il y a un autre système qui repose sur les cellules gliales. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le système glymphatique, pour gli et lymphatique. Et c'est un système qui serait particulièrement actif au cours du sommeil lent, et en particulier du sommeil lent profond, et qui permettrait, en fait, par une espèce de dilatation des espaces périvasculaires, de récupérer, en fait, tous les déchets qui se sont accumulés entre les cellules au cours de la veille et de les éliminer. Conséquence, si on dort mal, le nettoyage ne peut pas se faire. Les déchets s'accumulent entre les cellules. Le sommeil est donc indispensable pour garder toute notre tête. Pour approfondir encore l'étude de ces phénomènes, aux États-Unis, à l'université de Madison dans le Wisconsin, le docteur Chiara Cirelli explore l'infiniment petit.
Sa spécialité, c'est l'étude des synapses, c'est-à-dire l'espace entre deux neurones qui leur permet de communiquer entre eux. Pour les étudier, elle utilise de nouveaux outils qui permettent de voir le cerveau en activité et d'observer ses tissus en profondeur. Les synapses sont à la base du fonctionnement de notre cerveau. 70% de son énergie est consacrée à leur activité. Plus nous apprenons, et dans une journée nous ne cessons d'apprendre, plus nos synapses se renforcent et prennent du volume. Chiara Cirelli est persuadée que le sommeil joue un rôle fondamental pour réguler leur équilibre. C'est ce que les scientifiques appellent l'homéostasie. Ceci est un tout petit morceau de cerveau de souris dont nous voulons réaliser des images. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les synapses qu'il contient. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout petit, juste un demi-millimètre de côté. Cette machine, c'est un microscope électronique. Sa particularité est de pouvoir observer l'échantillon par tranche de l'épaisseur de quelques microns. À chaque tranche, la machine fait un cliché. En l'espace de 12 heures, entre 500 et 600 images sont ainsi réalisées. Avec ça, nous pouvons reconstituer une petite partie du cortex, de la taille de 20 à 30 microns de côté. Mais ça fait déjà beaucoup d'informations et énormément de synapses. Ça va nous prendre plusieurs mois pour analyser et quantifier tout ce qui est présent dans cet échantillon. À travers cette étude, Chiara Cirelli voudrait comprendre pourquoi l'évolution a conservé le sommeil chez l'être humain, alors que celui-ci nous rend vulnérables et, a priori, improductifs pendant un tiers de notre vie. Il doit bien y avoir une explication. Il y a bien une raison pour que nous soyons hors ligne quand nous dormons. Et ça doit être directement lié à une fonction spécifique au sommeil. C'est ce qui nous a amenés à cette hypothèse, que la fonction du sommeil, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de nos synapses. C'est bien la fonction qui nécessite impérativement que notre cerveau soit déconnecté de ce qui nous entoure. Ceci, c'est ce qui est vraiment important dans nos recherches. Ce que vous voyez ici, ce sont des neurones dans le cerveau d'une mouche. Le cerveau humain contient 90 milliards de neurones qui communiquent à travers 100 millions de milliards de synapses. Ces clichés nous permettent d'observer avec une infinie précision la manière dont les neurones communiquent entre eux. La zone qui intéresse les chercheurs, c'est cette petite zone en rouge. Plus elle est étendue, plus la force de connexion entre les synapses, la force synaptique, est importante. Grâce aux images produites par le microscope électronique, l'équipe de Chiara Cirelli est parvenue à reproduire une image de neurones en 3 dimensions. Voici un exemple. En superposant tous ces segments, nous pouvons voir la cellule en 3 dimensions. Plus nous restons éveillés, plus nous apprenons, plus nos synapses se renforcent. Le problème, c'est que ce renforcement est très coûteux en énergie. Par ailleurs, les synapses ne peuvent pas se développer indéfiniment. Elles finiraient par saturer et nous perdrions nos capacités d'apprentissage. Le sommeil permet donc de maintenir l'équilibre de nos synapses et à notre cerveau d'acquérir de nouvelles connaissances, sans rentrer en surcharge. Un autre point fascine également les scientifiques. C'est la manière dont notre cerveau se connecte à notre corps, à nos membres et jusqu'à nos plus petits muscles. Là aussi, le sommeil joue un rôle primordial. Étudier le sommeil pourrait-il permettre de déceler au plus tôt des problèmes de développement chez les jeunes enfants, et plus particulièrement les problèmes moteurs, comme l'infirmité motrice cérébrale, dont on détecte en France 1500 cas par an?
C'est ce que pense Mark Bloomberg. Ce professeur en neurologie de l'Université d'Iowa, aux États-Unis, étudie le sommeil des nouveau-nés, et plus particulièrement les petites secousses qui agitent leurs membres et leur visage pendant qu'ils dorment. Nous passons beaucoup de temps à dormir. La majeure partie de notre sommeil, c'est du sommeil paradoxal. L'une des particularités du sommeil paradoxal, ce sont ces secousses. Quand nous comprendrons mieux ce phénomène, nous pourrons faire de grands progrès dans notre compréhension du développement moteur des jeunes enfants. Le chercheur étudie les bébés en laboratoire. Ceux-ci sont installés dans un siège et équipés d'électrodes qui mesurent leur activité cérébrale durant le sommeil. Goes all the way on your head. Yes. Ooh. Such a good boy. Le but est de déterminer la manière dont les neurones sont activés au moment des secousses produites par le bébé. Just gonna turn the hallway out, light out for her, so when she opens the door, it's dark. Cette vidéo est celle d'un des premiers bébés que nous avons étudiés. C'était une étude de comportement sur un bébé de 2 semaines. Vous pouvez voir les différents types de secousses. Là, dans les doigts de pied et les chevilles. Là, des secousses des doigts. Et là, des secousses de paupières. Quelques petites secousses sur le visage. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'activité chez ce bébé. Et là, regardez le visage. Plus ils sont jeunes, mieux c'est. La vidéo est accélérée. Vous pouvez voir la richesse de son comportement. Ça commence par ce qui ressemble à un sourire. Et là, toutes ces secousses. Là, ça ressemble à une grimace. Là, vous voyez les yeux qui bougent. Son front aussi. Vous savez, toutes ces activités n'ont jamais été vraiment étudiées. Mais à quoi servent ces secousses? Selon Mark Bloomberg, elles permettraient aux bébés de se repérer dans la complexité de leur système nerveux. Si vous vous trouvez face à un système électrique et que vous ne savez pas quel fil est connecté à quelle ampoule, vous n'allez pas vous mettre à allumer tous les interrupteurs à la fois. À l'éveil, c'est ce que nous faisons. Nous bougeons tous nos membres en même temps. Mais avec ces secousses, nous faisons les choses progressivement, les unes après les autres. Les expériences sur les humains ont des limites. Pour avoir une image encore plus précise des circuits qui rentrent en jeu dans ces phénomènes, Mark Bloomberg utilise des bébés rats. Vous allez voir que quand on observe les secousses chez un rat et que nous enregistrons la partie du cerveau qui est reliée aux membres qui bougent, on peut observer beaucoup d'activités. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Là, vous avez un membre. Nous le traquons digitalement. Et ce que vous voyez là, c'est que chaque rangée d'activités est reliée à des neurones spécifiques dans le cortex. Nous avons attribué une note musicale à chacun de ces neurones. Vous pouvez donc voir en même temps les secousses dans les membres et entendre l'activité du cerveau. On ne peut pas faire plus clair. Il y a plusieurs choses importantes à relever. Dans les premiers temps du développement, pour ce rat âgé de 8 jours, quand le cortex est activé par une secousse, c'est tout l'ensemble qui est activé. Toutes ces activités sont reliées entre elles. Ça veut dire que dans le cerveau, ce ne sont pas des neurones individuels qui réagissent, mais l'ensemble des neurones. Donc ce sont bien les secousses qui provoquent progressivement la spécialisation des neurones. Le sommeil est donc indispensable à notre développement moteur, à la coordination de nos mouvements. Mais que se passe-t-il quand nous nous trouvons dans une situation où nous ne pouvons pas dormir ?
Rémi Urdiel est maître de conférences à l'Université du littoral Côte d'Opale. Il collabore depuis quelques années avec le navigateur Thomas Ruyant, un skipper spécialiste des courses en solitaire et arrivé 6e du Vendée Globe en 2021. L'objectif du scientifique est d'étudier la résistance au sommeil ou son optimisation dans des conditions extrêmes. Des recherches qui pourraient permettre de développer des stratégies pour gérer de manière plus efficace nos périodes de repos. Mon métier, c'est de faire de la voile en solitaire, donc forcément la partie sommeil, elle est primordiale. Pour essayer de garder un état de forme et de lucidité pour pouvoir faire les bons choix et tout simplement assurer des courses qui sont longues. C'est une des clés, je pense, de la réussite et du succès sur des compétitions aussi longues que ça. C'est vraiment de réussir à bien gérer le sommeil, de dormir au bon moment et que ce sommeil soit efficace. On est dans le cockpit du bateau, sous le roof. Donc ici, j'y passe beaucoup de temps, quasiment entre 50-60% de mon temps. Et notamment toute la veille que je dois effectuer en permanence quand je suis en solitaire. Je passe beaucoup de temps dans ce petit siège qu'on voit là pour avoir mes winches à proximité, pour pouvoir régler mon bateau. Donc voilà, ici je suis à la fois attentif, mais de temps en temps je ferme les yeux pour essayer de trouver quelques secondes, quelques minutes de sommeil. La technique que les marins ont développée, c'est d'utiliser les siestes. Et donc on appelle ça un sommeil polyphasique, plusieurs phases, qui peuvent être de quelques toutes petites minutes à 1h30, parfois peut-être un petit peu plus, mais c'est toujours par des petits blocs, des petites siestes, et c'est la manière dont les skippers vont pouvoir gérer leur bateau en continu pour plusieurs dizaines de jours, pour plusieurs mois. Alors ici, on est dans mon poste de veille, mais intérieur. C'est pareil, c'est un endroit où je passe énormément de temps. Je vais faire toute la partie navigation, météo, stratégie du bord, où j'ai aussi tous les éléments du bateau, le radar, mon téléphone satellite, l'état de charge des batteries, un contrôle sur le pilote automatique, sur la quille, sur mon réveil évidemment, sur la communication extérieure. C'est forcément aussi un endroit où je dors beaucoup, où je passe du temps. On arrive dans la bannette principale, on va dire, l'endroit où je peux vraiment m'allonger. Donc là, aujourd'hui, le bateau est à quai, donc on n'a pas le gros matelas. C'est un gros matelas qui couvre toute la surface, donc je suis assez bas finalement et assez avancé dans le bateau, proche du centre de gravité pour essayer aussi de limiter les mouvements, parce qu'on est dans un bateau qui est assez violent. Du coup, un sommeil qui n'est pas forcément simple à trouver tout le temps. Et voilà, donc ça, c'est un endroit où j'essaye de faire des grosses siestes, quoi. Au moins 1 heure et demie, grand max. Ça ira jamais vraiment au-delà. Les sportifs, quand ils sont privés de sommeil à cause de leur activité, finalement, on observe plusieurs types de problèmes qui peuvent leur arriver. Très rapidement, c'est des temps de réaction qui s'allongent, donc on va y associer un manque de vigilance. Et puis assez vite, on va avoir des troubles de l'humeur, des hallucinations par exemple. Et c'est là le mélange peut-être un petit peu entre le rêve et puis l'éveil. Et donc ça procure aux sportifs en fait des scènes ou des visages ou la perception d'avoir des gens à bord alors qu'ils sont sous sol sur leur bateau. Aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup moins parce que je me connais plus, parce que j'ai une expérience qui est plus importante, mais aussi parce qu'on essaye de mettre des choses en place pour essayer de rendre un petit peu plus scientifique tout ce feeling que j'ai pu acquérir sur 15 années de course au large, mais ça reste que du feeling. Et donc, le but du travail, notamment avec Rémi Urdiel, le travail qu'on a entamé là, c'est d'essayer d'enregistrer de la donnée, de revenir avec des choses un peu plus scientifiques pour essayer de comprendre encore plus et de mieux appréhender encore la partie sommeil.
Ce qui est compliqué dans le sommeil, c'est que nos sensations ne sont pas les mêmes en début, en fin de course, parce qu'on a aussi une fatigue qui s'installe et donc les sensations sont des fois peuvent être un peu biaisées aussi, quoi. Lorsqu'on a accumulé des dettes de sommeil trop importantes, en fait, la perception qu'on a de son état devient vraiment très très altérée. C'est-à-dire qu'on se rend plus trop compte de l'état dans lequel on est, et c'est là généralement que risquent d'intervenir des accidents. Quand on fait une nuit blanche, on ressent beaucoup la fatigue, et donc on sait qu'on va pas prendre la voiture, machin. Mais en fait, si on accumule de la dette de sommeil chronique, ce qui est le cas sur des navigations comme celle-là, du coup la perception est très très altérée, et c'est là qu'il faut rester vigilant. On va essayer de te faire un warning qui concerne la vitesse d'accumulation de fatigue. On a retravaillé sur les datas Vendée Globe pour avoir plus de finesse, pour pouvoir essayer de te donner en fait une information qui pourrait être vert, jaune, rouge, tu vois, une sorte de code couleur qui serait juste une sorte de petit warning qui te dirait attention, vigilance. En plus, tu passes en tête après là, tu vois, et tu vas vite, le bateau va vite, et toi tu dors aussi. Donc, comme on en avait parlé avant, je pense que du coup, il y a vraiment un lien entre ta capacité d'aller vite et le sommeil que tu peux accumuler. Je serais plutôt de dire que c'est peut-être un mix des deux, non? T'en penses quoi, toi? C'est sûr que là, j'ai une bonne phase dans la course, là, où je dors bien, où le bateau va vite, mais oui, c'est un cumul de tout ça, je pense. Les datas récoltées par le scientifique lui permettent d'ores et déjà d'acquérir de nouvelles connaissances sur les effets du manque de sommeil sur une longue période de temps. On remarque que quand le sommeil est polyphasique, le cerveau s'adapte en produisant plus d'ondes lentes. Donc il a un ralentissement beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide finalement, qui permet aussi d'accélérer la récupération dans ces périodes qui sont très courtes. Néanmoins, lorsque la privation de sommeil est très importante, on remarque que ce cerveau est totalement perturbé, alors qu'un être humain s'endort classiquement avec des ondes lentes. On voit que parfois, sur des enregistrements électroencéphalographiques, que le cerveau ne sait plus trop s'il doit s'endormir en ondes lentes ou s'il doit s'endormir en sommeil paradoxal. Donc on voit bien que le cerveau est quand même mis à mal à ce moment-là. Il ne sait plus vraiment comment s'adapter finalement à cette privation de sommeil qui est trop importante. Étudier le sommeil dans des conditions extrêmes permet aux scientifiques d'observer l'interaction entre les processus physiologiques, psychologiques et cognitifs qui se mettent en marche quand nous dormons. Nous l'avons vu, durant le sommeil, notre cerveau reste actif. Et si le sommeil nous permettait non seulement de nous reposer, mais aussi de développer de nouvelles aptitudes, des capacités intellectuelles insoupçonnées? À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la scientifique Célia Lacaux pense que nous pourrions, en le contrôlant, utiliser le sommeil pour devenir toutes et tous plus créatifs. Alors du coup, on va en mettre 10 au total. On va enregistrer l'activité cérébrale, le tonus musculaire et les mouvements des yeux. Ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est de voir un peu le sommeil comme une période qui nous permettrait d'accéder en fait, à des compétences qu'on n'aurait pas forcément à l'éveil. Donc notamment la créativité, en fait, on ne sait pas du tout d'où nous viennent un petit peu nos idées créatives, nos inspirations. Et donc c'est d'essayer d'avoir un peu plus un contrôle là-dessus et d'avoir une période qui pourrait être propice à la créativité qu'on n'aurait pas facilement à l'éveil. Là, il y a la chaîne un tout petit peu d'alpha. Ce que cette scientifique étudie tout particulièrement, c'est la période d'endormissement qui précède le premier stade de sommeil lent. C'est lors de cet état de conscience modifié, proche du rêve, que nous arrivent parfois des images et des sons qui ressemblent presque à des hallucinations. C'est ce qu'on appelle des hypnagogies. Le plan des chiffres en noir avec des petits triangles au-dessus de fond s'approche. Moi, j'étais un cheval dans l'hôpital. Il y avait un monsieur aussi, un moment qui avait le même tête que moi, qui était beaucoup plus vieux, et qui avait une sorte de casque en plastique sur le visage. L'intérieur du Colisée de Rome, à l'époque où il était actif. Cette phase, qui n'existe qu'au moment de l'endormissement,
a une signature physiologique très particulière, comme on peut le constater sur les relevés d'activité musculaire et cérébrale. Donc pendant la phase d'endormissement qu'on appelle le N1, on voit ça commence à ralentir. Au niveau des yeux, il y a des petits mouvements des yeux qui sont plus lents. Et au niveau du tonus musculaire, ça diminue aussi un peu. Donc on a un état de relaxation générale et il commence un peu à partir avec un ralentissement au niveau des ondes cérébrales. On dit que Thomas Edison, pionnier de l'électricité, avait développé une technique pour avoir recours à ce stade de sommeil éphémère, et que cela l'aurait aidé à résoudre de nombreux problèmes. L'inventeur utilisait des boules de métal qu'il tenait dans la main. La détente de ses muscles, à mesure qu'il s'endormait, provoquait la chute de l'objet, ce qui le réveillait. Inspirés par cette légende, les chercheurs de la Salpêtrière tentent aujourd'hui de reproduire l'effet de cet instant Eureka en utilisant cette fois-ci une bouteille en plastique. Il y a vraiment une zone parfaite pour la créativité, qui est cette zone entre deux, c'est-à-dire entre éveil et sommeil, mais que si on va trop profond, c'est trop tard. En gros, on est sorti de cette phase-là, et donc on perd l'effet bénéfique de cette phase-là. Donc ça accentue davantage le rôle de la bouteille, qui du coup devient vraiment essentiel pour empêcher les sujets de partir trop loin et du coup de perdre cet effet bénéfique. Pour mesurer l'apport de cette phase d'endormissement, les chercheurs soumettent un problème mathématique à un sujet pour voir si sa stratégie de résolution sera la même avant et après une pause pendant laquelle il pourrait s'assoupir. Donc votre but, ça va être de résoudre le plus de suites possibles, qui sont des suites à 8 chiffres. On leur donne une manière de résoudre ces suites-là. Donc il faut appliquer deux règles, c'est assez fastidieux, long et fastidieux pour résoudre les suites. Sauf que ce qu'on leur dit pas, c'est qu'en fait, il existe une astuce cachée qui permet de les résoudre beaucoup plus rapidement. Donc ils ont d'abord cette première partie, et ensuite ils ont une pause. Et on veut voir si pendant la pause, en fait, ils atteignent la fameuse phase d'endormissement. Est-ce que ça a un impact sur le fait qu'ils vont trouver ou pas cette astuce cachée a posteriori? L'idée, c'est que vous vous reposiez. Donc vous pouvez dormir ou simplement vous reposer, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, on voit les tracés en direct, on voit qu'il est un tout petit peu en train de s'assoupir. Ah, il l'a fait tomber. Ça va? Ça va. Alors, déjà, te remets bien. Hop, j'enlève ça. Alors, petite question sur cette pause. Première question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir dormi, somnolé ou d'être resté éveillé pendant toute la durée de la pause? J'ai somnolé un petit peu. Somnolé un petit peu. Vous avez fait tomber la bouteille une fois. Ouais. Est-ce qu'au moment où elle est tombée, vous aviez l'impression de vous être assoupi, qu'il y a vraiment eu un moment où vous êtes parti dans le sommeil, ou vous n'avez pas vu beaucoup de différence entre avant et après, j'ai envie de dire? C'est tombé, j'ai été un peu surpris du bruit. Ok. Donc je somnolais au moins depuis que l'objet est tombé. Ouais. Et c'est parti. Ok, très bien. À tout à l'heure. Le moment est venu pour la chercheuse d'observer l'attitude du sujet après son passage en phase d'endormissement. Va-t-il être plus créatif qu'avant la pause pour résoudre les séries de chiffres? Donc là, du coup, il est à la deuxième phase, donc après la pause, et j'ai l'impression, mais c'est à vérifier, qu'il va très rapidement pour le faire. Potentiellement, il a trouvé le raccourci, mais c'est à vérifier, bien évidemment. À la fin, avec le questionnaire de fin, je lui demanderai quelle était sa stratégie pour résoudre les suites. Alors, je vais juste vous poser des questions maintenant sur toute l'expérience en général. Donc déjà, comment est-ce que vous avez trouvé la tâche? Plutôt facile, plutôt difficile? Plutôt facile. Plutôt facile. Est-ce que vous étiez motivé pour avoir des performances optimales? Oui. Oui. Est-ce que votre esprit a vagabondé pendant la tâche? Et si oui, à quoi vous avez pensé? Peut-être aux 2 derniers blocs. Okay. Le résultat de la recherche est impressionnant. 88% de ceux qui ont dormi pendant 1 minute ont trouvé l'astuce cachée,
contre 30% de ceux qui sont restés réveillés. Le sommeil a donc contribué à les rendre plus créatifs. Mais ceux qui ont continué à dormir après la chute de la bouteille ne sont que 14% à avoir trouvé la réponse. On peut donc en conclure que c'est cette phase d'endormissement toute particulière qui est impliquée dans la créativité. Donc c'est vraiment juste 1 minute dans la phase d'endormissement et tout le monde se met à trouver. Donc ce qui est assez cool parce que ça, déjà bon, c'est assez incroyable. Et puis en plus ça rend du coup la chose assez accessible à tout le monde. Il suffit juste de faire une petite sieste chez soi avec l'objet qui convient et de rester juste 1 minute dans cette phase d'endormissement pour avoir potentiellement de super idées ou résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Donc ça permet de rendre la créativité entre guillemets accessible à tout le monde si tout ça marche bien et qu'on développe des outils qui sont adaptés. À l'unité des pathologies du sommeil de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des patients consultent pour des troubles assez répandus, comme l'insomnie ou l'apnée du sommeil. Mais c'est une maladie bien plus rare qui intéresse particulièrement le professeur Isabelle Arnulf, le trouble du comportement en sommeil paradoxal. C'est d'ailleurs sa spécialité. Donc endormi, en sommeil paradoxal. Pour les scientifiques, ce trouble est comme une porte ouverte sur le monde du rêve. Il est endormi en sommeil paradoxal et il voit même pas l'infirmière qui rentre, quoi. C'est vraiment... Le trouble comportemental en sommeil paradoxal sont des personnes qui ont des cauchemars agités et des rêves agités en général. Ça résulte de l'atteinte d'un verrou qui nous empêche normalement de bouger pendant la phase paradoxale. Ce verrou est situé dans le bas du cerveau, ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et là, il y a une espèce de coupeur qui empêche tous les influx qui descendent du cerveau et qui disent marche, bouge, parle, de s'extérioriser. Donc ça nous protège, ça masque ce à quoi on est en train de rêver. Il est d'autant plus marrant qu'il a arrêté de fumer il y a 5 ans. Donc, là, c'est démasqué, et donc les personnes consultent essentiellement parce qu'elles se blessent. On comprend du coup l'utilité de ce masque, parce que c'est vrai que si on devait tous les jours extérioriser nos rêves, d'abord on pourrait pas dormir avec grand monde, parce que on parle fort, on crie, on insulte, on se débat, et puis on se blesserait. Venez, installez-vous. Les recherches du professeur Isabelle Arnulf sur les troubles du comportement en sommeil paradoxal pourraient avoir des conséquences importantes sur nos connaissances en matière de maladies neurodégénératives. Parfait, de l'autre côté. En analysant les images obtenues par IRM du cerveau de ces patients, la scientifique peut identifier avec précision les lésions associées à cette pathologie. Chez une personne qui a un trouble comportemental en sommeil paradoxal, vous voyez ces petits points blancs, ce sont beaucoup moins blancs, ils sont diminués en taille, on a du mal à les voir parce qu'il y a des cellules nerveuses qui sont mortes, qui sont perdues. Et donc ces points blancs en question, quel rôle ils jouent en fait dans le cerveau? Ils servent à bloquer nos mouvements pendant la phase paradoxale. Chez ces personnes qui ont ce verrou atteint, il y a une perte de cellules cérébrales, de neurones, par un mécanisme, l'accumulation d'une protéine anormale, qui est la protéine qui, en s'accumulant de petit à petit de proche en proche dans le cerveau, va finir par atteindre les régions de la motricité et provoquer la maladie de Parkinson, c'est-à-dire un ralentissement du mouvement, des tremblements et une rigidité musculaire. On pense que la maladie de Parkinson monte, qu'elle vient du système nerveux de l'intestin et monte petit à petit sur des années, voire des dizaines d'années. Ça arrive dans le bas du cerveau, puis ça monte petit à petit à un moment en atteignant cette région qui est notre verrou en sommeil paradoxal. Donc on est simplement à une phase d'une fusée, à plusieurs étages, et on est à l'étape B, et l'étape C étant Parkinson, l'étape D étant l'atteinte cognitive. Hop.
poivre, prune, pêche ou ananas. Aujourd'hui, Isabelle Arnulf reçoit un des patients qu'elle suit pour ses troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc, si on revient au rêve agité la nuit, il y a eu quoi? Bon, d'abord, je suis extrêmement tributaire de ma compagne pour décrire ça, parce Ouais. que moi, en fait, l'essentiel, j'oublie. C'est quand vraiment elle doit me réveiller parce que je commence à être un peu dangereux, quoi, à taper ou bon. Et ça s'est produit beaucoup plus rarement, en fait, cette année. Mais ce qui s'est produit, je suis sorti vraiment brusquement du lit. Donc, il y avait une sorte de menace très immédiate, sans doute. Et j'avais pas mal de vitesse. J'ai fait le tour du lit et je suis allé me cogner, je sais pas où. Mais le résultat, c'est que j'ai une dent qui a été fragilisée, du coup. Exactement. Venez. Donc, je vous emmène. Donc, ça, c'est pour le rendez-vous de... Tous les patients atteints de ces troubles ne développent pas forcément une maladie neurodégénérative. Mais en étudiant le sommeil de personnes atteintes de Parkinson, Isabelle Arnulf a fait par ailleurs une découverte importante. Alors qu'à l'éveil, leurs mouvements et leurs paroles sont extrêmement altérés par la maladie, les symptômes disparaissent lors du sommeil paradoxal. Quand on les voit, les mouvements sont très rapides, la parole est ferme, bien prononcée, timbrée, avec les accents, et il n'y a plus de tremblement. Donc une espèce de disparition transitoire pendant 10 à 30 minutes la nuit de la maladie de Parkinson, en tout cas des signes moteurs de la maladie de Parkinson. D'un point de vue thérapeutique, cette découverte offre des perspectives inédites. Si le cerveau est capable transitoirement de surmonter la maladie de Parkinson pendant 2 heures la nuit, c'est à peu près ça le temps du sommeil paradoxal, alors pourquoi il serait pas capable de faire la même chose en journée? Et donc il y a une autre source de mouvement dans le cerveau qui emprunte un autre chemin dans le cerveau non parkinsonien, c'est-à-dire fluide, bien fait, sans tremblement. On commence à avoir une idée de où ça se passe. Par contre, le rétablir en journée, ça c'est une autre histoire encore, mais c'est un grand espoir. Après, entre le moment où on trouve et puis le moment où on peut appliquer, il peut s'écouler 1 ou 2 générations de chercheurs quand même. Hein. On travaille aussi pour la génération d'après. À force d'étudier les rêves, les chercheurs sont tombés sur des patients qui sont des sortes de super rêveurs. Cela vous est-il déjà arrivé au milieu de la nuit de vous rendre compte que vous étiez en plein rêve alors que vous dormiez encore? C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. Certains des sujets étudiés à la Salpêtrière ont cette capacité. Ils ont conscience de leurs rêves et peuvent même en prendre le contrôle. Pour moi, les rêves qui sont incroyables sont ceux où j'ai la capacité de voler. Il y a 2 techniques pour voler, en tout cas me concernant. Soit j'ai initialement déjà des ailes dans mon rêve, auquel cas c'est extrêmement simple et j'ai juste besoin de... je m'envole à mon gré. Soit je n'en ai pas. Et il va falloir que je fasse avec mes bras. Et donc pour ça, il me faut obligatoirement de l'élan. Et en général, lorsque ça se produit, je fais en sorte, en tout cas je demande à mon cerveau de faire en sorte de créer une pente sur le sol pour pouvoir m'envoler et m'échapper. Donc ça, c'est une sensation incroyable. Pourquoi rêvons-nous? Que se passe-t-il dans notre cerveau et dans notre corps lorsque nous rêvons? Lina participe à la recherche de Jean-Baptiste Marancy, qui tente de développer, grâce aux rêveurs lucides, une sorte de décodeur des rêves. Pratiquement tout le monde rêve. On peut se demander à quoi ça peut bien servir de rêver. Une caractéristique très importante, c'est l'omniprésence de l'émotion au cours des rêves, qui peut être parfois très intense. Et la prédominance de cette émotion, ça conduit à formuler certaines hypothèses, notamment que les rêves auraient une fonction de digestion émotionnelle. On parle du rêve comme d'un théâtre mental, dans lequel on va rejouer les émotions, alors qu'on est en train de dormir, donc en parfaite sécurité, et puis le lendemain, on pourra de nouveau y faire face. Donc voilà, c'est cette fonction qu'on a essayé d'explorer avec cette recherche.
les recherches de Jean-Baptiste Marancy pourraient mener à des avancées thérapeutiques dans le traitement de troubles comme la dépression chronique, qui touche aujourd'hui 6% des Français. Chez ces gens qui souffrent de dépression, on remarque différentes altérations de leur sommeil. Le sommeil paradoxal arrive plus tôt au cours de la nuit. Il est présent en quantité plus importante. Ces patients bougent plus les yeux au cours de ce stade. Ce dernier marqueur est particulièrement intéressant puisqu'on le retrouve chez les gens qui sont susceptibles de faire une dépression, qui n'ont pas encore déclenché la maladie. Et évidemment, l'idée c'est qu'une fois qu'on aura compris comment ça se déclenche, peut-être venir intervenir d'une façon ou d'une autre pour l'éviter et pour mieux prendre en charge ces patients. Pour tenter de créer ce fameux décodeur, Jean-Baptiste Marancy a recruté plusieurs sujets qui viennent passer quelques heures dans le laboratoire de sommeil de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je vais vérifier à nouveau que les capteurs sont tous bien collés. Les sujets sont tout d'abord équipés de capteurs qui vont enregistrer leur activité cérébrale et musculaire. Certains de ces capteurs vont servir aux rêveurs lucides à émettre des signaux préétablis qui seront ensuite analysés par les chercheurs afin de décrypter le contenu émotionnel des rêves. Je vais te demander, lorsque tu vas t'endormir, si tu rêves et que tu prends conscience que tu es en train de rêver, donc que tu fais un rêve lucide, de nous envoyer un signal. Si jamais tu es en train de faire un mauvais rêve, je vais te demander de froncer 3 fois les sourcils. Voilà, donc tu vois, on voit 3 activations successives sur la voie qui correspond à ce muscle. Maintenant, si tu fais un beau rêve, je vais te demander de sourire 3 fois. Voilà, on voit 3 activations sur le muscle en question. Et comme le menton n'est pas très loin, on voit des petites activités résiduelles, mais on voit quand même que ça part de ton muscle zygomatique. Maintenant, si tu fais un rêve qui n'est ni bon ni mauvais, que tu qualifierais de neutre, je vais te demander de froncer 1 fois les sourcils, suivi d'un sourire. Ça donne 3 codes qui sont bien reconnaissables et qui vont nous permettre d'avoir en direct une information que tu nous envoies depuis ton rêve. Super. Eh ben, à tout à l'heure. On va attendre qu'elle s'endorme, ce qu'on peut voir sur son activité cérébrale et musculaire, et on guette les codes. Dès qu'il va y avoir un code, on va se précipiter dans la chambre en laissant à peu près 1 minute de délai pour la réveiller et demander si elle se souvient de quelque chose. Là, je pense qu'elle est en train d'entrer dans le premier stade du sommeil. Toujours ces mouvements de roulement au niveau des yeux. Et l'activité cérébrale est un petit peu plus lente que celle de l'éveil. Mais elle n'a pas encore atteint le sommeil paradoxal qui est notre stade d'intérêt. Les voies qu'on est en train de guetter, là, ce sont ces 2-là qui sont placées sur les muscles corrugators et zygomatiques. Et c'est sur ces voies qu'on va éventuellement voir apparaître un code qui nous indique qu'on a un signal en train d'arriver du rêve lucide sur l'émotion en train de se dérouler. C'est beaucoup d'attente, hein. On guette le code impatiemment, qui parfois arrive, parfois n'arrive pas. On le prend ou pas? Là, pour le coup, on a bien aspect, on n'a pas le prendre. Ouais, je dirais NAC. Hein. Ouais. Allez, top chrono. Alors là, on a eu un code qui est pas très bien réalisé, mais on estime tous les deux que, même si le timing n'est pas parfait, il est suffisamment joli pour être considéré comme un code. On va aller réveiller la patiente et on va voir si elle nous dit « j'ai fait un code négatif ». Là, les probabilités que ce soit du hasard sont quand même extrêmement faibles. Donc ça va nous confirmer notre intuition. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? J'étais dans une crique et il y avait des poissons qui ressemblaient à des sardines. Mais je sais pas pourquoi on appelait ça des thons. Lorsque ils plongeaient dans l'eau, en fait, ils étaient en train de mourir. Et en fait, il y avait, c'était comme un documentaire. Et la voix off derrière expliquait que les poissons mouraient à cause du dérèglement climatique et que ce qui se passait, c'est que lorsque leur corps rentrait dans l'eau,
Ouais, il se faisait manger. À ce moment-là, je voyais un poisson lanterne les manger. Et j'ai demandé à cette voix off, mais comment ça se fait qu'il y ait des poissons lanternes ici? Il a dit que justement le dérèglement a fait que les poissons des abysses sont montés à la surface de l'eau et que maintenant elles mangent tout ce qui s'y trouve. Donc oui, assez désagréable. Donc c'est très riche, hein, les récits de rêve, beaucoup de choses complexes. C'est pour ça qu'on a besoin des codes, pour avoir une information simple et facile à interpréter. Dans une deuxième phase de l'étude, des experts examineront les codes émis par Lina durant son rêve lucide. Tous les paramètres enregistrés seront ensuite réunis dans un logiciel d'intelligence artificielle. Le but final est de mettre au point un décodeur capable d'analyser la nature émotionnelle des rêves. Une autre piste d'utilisation de ces recherches est le traitement du stress post-traumatique. Une des choses qu'on retrouve chez ces patients, ce sont les cauchemars. Ces gens feraient, entre guillemets, une indigestion de leurs mauvaises émotions. Quelque chose va mal se passer, ils vont se réveiller, ça va interrompre le processus. Un peu comme si le système était dépassé par l'ampleur de l'émotion négative à traiter. Du coup, le fait d'en savoir plus sur l'émotion dans les rêves, arriver à la décoder, ça va aussi être un moyen d'étudier beaucoup mieux ce qui se passe dans l'état de stress post-traumatique et donc arriver à comprendre la fonction, toujours dans l'idée de soigner l'état pathologique. Le stress post-traumatique est souvent associé aux problèmes des soldats revenant de la guerre, mais il est en fait beaucoup plus répandu. La perte d'un proche, une maladie, un accident peuvent en être à l'origine. Certains chercheurs pensent que le rêve pourrait permettre de soigner cette pathologie. Aux États-Unis, elle touche 6% des hommes et jusqu'à 14% des femmes. Les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, par exemple, qui ont une phobie des araignées ou qui ont souffert de stress post-traumatique après le Bataclan, ces patients, ces sujets vont rêver, vont avoir des cauchemars. On s'est demandé si on ne pouvait pas utiliser ces cauchemars pour essayer de changer la valence émotionnelle à ce moment-là. Ça, c'est la théorie et c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille. Au sein de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, Karim Benchenan mène des expériences sur des souris et analyse les signaux électriques de leur cerveau. J'essaye de comprendre les liens entre le sommeil, la mémoire et les émotions. Le chercheur a déjà réussi à modifier le souvenir d'une souris pendant son sommeil. Le scientifique a tout d'abord implanté des électrodes dans l'hippocampe du rongeur afin de suivre l'activité des neurones impliqués dans la mémorisation. Grâce à l'intelligence artificielle, il peut les observer en direct. En fait, on a donc la souris qui est dans l'environnement et on est capable de la traquer en temps réel et on détecte en temps réel sa position. Et en même temps, on va enregistrer l'activité de son cerveau, notamment dans l'hippocampe où on a les cellules de lieu. Une cellule de lieu, c'est la base du codage de l'information spatiale dans l'hippocampe. Ce sont des neurones qui sont actifs uniquement quand l'animal est dans un endroit particulier de l'environnement. Au moment où l'animal est ici, il y a une cellule de lieu particulière qui va être active. Quand l'animal est ici, c'est une autre cellule de lieu. Et en gros, ça forme une espèce de représentation de l'espace dans son hippocampe. Et donc, je peux regarder toute l'activité en temps réel et essayer de faire de liens entre l'activité des neurones que je vais identifier et la position de la souris ou éventuellement ce que la souris est en train de faire. Et on peut les mettre sur un haut-parleur, un neurone qui est actif. Quand on le met sur un haut-parleur, on entend ça. Le chercheur et son équipe ont découvert que ces neurones ne sont pas actifs uniquement lorsque la souris est éveillée. On va faire dormir la souris. Et cette fois, quand la souris va dormir, on va voir que certaines des cellules de lieu qui ont été actives quand l'animal explorait l'environnement redeviennent actives. Donc, c'est les moments où on pense que l'animal est en train de, entre guillemets, rêver à cette expérience. Les scientifiques ont alors tenté de modifier l'expérience vécue par la souris. Pendant son sommeil, quand on va détecter en temps réel cette cellule de lieu-là, par exemple, donc quand l'animal est en train de rêver à cet endroit,
on va déclencher automatiquement une stimulation de récompense. Pour donner une récompense pendant le sommeil, ce qu'on fait, c'est qu'on implante directement des électrodes qui stimulent les neurones dopaminergiques. Les neurones dopaminergiques, c'est les neurones, pour simplifier, c'est plus compliqué que ça, mais c'est les neurones de la récompense. Je réveille l'animal et ce qu'on a observé, c'est que quand on remettait l'animal dans l'environnement, l'animal allait directement dans le lieu qu'on avait récompensé pendant le sommeil. Les scientifiques ont donc bien modifié le souvenir de la souris pendant qu'elle rêvait. Donc ça nous a vraiment permis de démontrer que l'activité des neurones était bien la représentation du lieu de l'espace physique. Et donc on rejouait bien les informations spatiales pendant le sommeil. Mais ça nous a également permis de démontrer qu'on pouvait modifier la valence émotionnelle d'un souvenir pendant le sommeil. Et on s'est demandé par la suite, est-ce qu'on peut utiliser cette interface cerveau-machine pour traiter le stress post-traumatique ? Pourra-t-on un jour modifier le contenu de nos rêves ? Ces recherches laissent penser que ce qui a longtemps été un fantasme pourrait devenir réalité. D'autres encore réfléchissent à la possibilité de capter ces moments oniriques et de revoir ce contenu qui habituellement nous échappe. Retour à San Francisco. Ville de toutes les utopies, elle est aussi la capitale des nouvelles technologies. C'est là que nous rencontrons Daniel Oldis. Ce scientifique poursuit un objectif extraordinaire. Enregistrer nos rêves pour que nous puissions ensuite les visionner, comme des films. Ambition chimérique ? Peut-être pas. Faire un film à partir de vos rêves. Oui, c'est le but que je poursuis depuis des années. C'est dans la nature humaine de vouloir le faire. Nous passons des années entières à rêver, et puis nous oublions. Alors enregistrer nos rêves nous permettrait de capturer cette partie de notre vie. Sinon, c'est comme si c'était perdu. Mais comment capturer l'essence de nos rêves ? Comment identifier ces images et ces émotions nées dans les replis de notre cerveau pour les enregistrer et les recréer sur un écran d'ordinateur ? Qu'est-ce que j'ai vu dans mon rêve? C'était ma mère? Est-ce que j'ai vu une montagne? Est-ce que j'étais sur la baie? Est-ce que j'ai vu des bateaux? Plusieurs groupes de scientifiques ont fait des tentatives pour identifier ces images, principalement en utilisant l'IRM, ou alors l'électroencéphalogramme qui enregistre les ondes de votre cerveau. Et puis, il y a les paroles que nous proférons en rêve, et aussi celles que nous entendons. Les phrases que nous disent les personnages que nous y croisons. Une chose intéressante que l'on a découverte dans notre laboratoire du Texas, c'est que durant le rêve, même si ça n'est pas vous qui parlez, que c'est un autre personnage du rêve qui parle, quand ce personnage parle, ça fait comme un ventriloque. Les muscles de votre bouche et de vos lèvres bougent. Quand vous rêvez, vous n'avez qu'un infime tonus musculaire, mais les électrodes peuvent quand même l'enregistrer. Grâce aux programmes informatiques, on peut alors reconstituer les paroles. Ensuite, l'ordinateur peut les rejouer avec une voix comme dans un jeu vidéo qui prononce les mots que vous avez dit dans le rêve. Dernière chose, les mouvements que nous faisons en rêve. C'est la spécialité de Daniel Oldis. Lorsque nous rêvons, notre corps est inerte. Cependant, de minuscules impulsions peuvent être détectées par des capteurs placés sur nos muscles. Ces impulsions sont ensuite enregistrées dans un logiciel qui anime un personnage virtuel et reproduit les gestes dont nous avons rêvé.
Donc vous avez les images et vous avez les conversations du rêve. Et puis vous avez le corps, les mouvements du corps. Vous n'avez plus qu'à réunir tout ça. J'espère que ce sera possible de le faire en laboratoire d'ici 5 ans. Si on arrive à concevoir des appareils de plus petite taille qu'aujourd'hui, les gens pourront avoir cet équipement chez eux. Ils pourront télécharger leurs rêves et les diffuser sur YouTube pour que tout le monde puisse les voir. Bien qu'il y ait certains rêves que vous n'aurez peut-être pas envie de montrer à tout le monde. Percerons-nous un jour tous les secrets de notre sommeil? Les découvertes récentes nous aideront à mieux comprendre les maladies qui affectent notre système nerveux. La compréhension de certaines anomalies dans la chimie de notre cerveau nous donnera la chance de bien dormir sans utiliser de somnifères. Grâce à la génétique, nous serons capables d'optimiser nos temps de repos. L'étude des rêves pourrait nous permettre de traiter le stress post-traumatique, la dépression et les maladies neurodégénératives. Elle nous ouvre aussi des horizons infinis dans notre connaissance de nous-mêmes et pour notre créativité. Le sommeil restera cependant longtemps encore un coffret aux merveilles dont les mystères n'ont pas fini de nous fasciner.